Et bonjour à tous, bienvenue pour cette édition spéciale de la Perm. C'est une édition spéciale elle sera un peu plus courte qu'à l'accoutumée et en différé. Mais l'actualité chaude nous a obligés à bouleverser un peu nos habitudes et à nous adapter au contexte actuel. Et justement, en termes d'actualité chaude, nous allons parler de la cause palestinienne et du projet d'annexion de certains territoires de la Cisjordanie dévoilé récemment par Netanyahou. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Mohamed Balout. Bonjour Mohamed. Bonsoir et bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes un grand reporter de guerre. Vous avez couvert de nombreux conflits, notamment dans les Balkans, en Irak, en Syrie, en Libye. Et pour ce travail, vous avez travaillé pour de différents médias et de grandes chaînes de télévision, notamment TF1, Canal+, et la BBC. Et j'ai aussi le plaisir d'être accompagné par Youssef Boussouma. Bonjour, bonsoir Youssef. Bonjour. Alors toi, tu es historien, tu es militant des luttes de l'immigration, tu es aussi membre du Parti des indigènes de la République et enfin, tu es le cofondateur des missions civiles pour la protection du peuple palestinien. Alors avant de commencer l'émission et de commencer la discussion, j'invite tout d'abord nos auditeurs à partager l'émission, à la liker, à s'abonner aussi sur la page de Parole d'honneur pour suivre notre actualité. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, cette fois-ci, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes en différé, donc nous ne pourrons pas faire remonter vos questions, mais n'hésitez pas à commenter, à débattre, à discuter entre vous dans la section commentaires de ce live. Alors, pour commencer un peu la discussion entre tous les trois, donc là, on a un projet d'annexion de 30% de la Cisjordanie qui est prévu selon le plan de Trump. Netanyahu a annoncé qu'il allait commencer à mettre en œuvre ce plan à partir du 1er juillet, notamment par l'annexion de la vallée du Jourdain, qui est, rappelons-le, une vaste plaine agricole le long du Jourdain et qui fait frontière avec la Jordanie. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, pensez-vous tout d'abord que Netanyahou est en mesure de réaliser cette annexion et est-ce qu'il a besoin du feu vert de Trump pour cela? On commence par vous, Mohamed. Oui, bon, bah, je voudrais d'abord aborder les dernières informations sur cette question avant de parler s'il a vraiment le moyen ou pas de lancer son plan d'annexion. Aujourd'hui, la Maison-Blanche a annoncé, selon Reuters, qu'il a pas, jusqu'à maintenant, il a discuté cette question d'annexion et des dates de lancement de plans qu'il avait lui-même proposé il y a quelques mois. Après 3 ans, soi-disant, de recherche et de travail sur cette question sous l'égide de Jared Kushner. Aujourd'hui, il annonce qu'il n'a pas encore pris cette décision finale. Il va envoyer Avi Abramovich, qui est l'ambassadeur américain à Jérusalem, pour parler, discuter avec les Israéliens de la non-décision jusqu'à maintenant des États-Unis de lancer définitivement ces plans. Et puis, bien sûr, par contre, il y a d'autres indications contradictoires. Aujourd'hui, on a parlé que la chaîne 11 israélienne a annoncé que Yossi Cohen, le chef de Mossad, qu'il avait visité Amman en Jordanie et puis le Caire pour discuter avec les responsables jordaniens et égyptiens et les mettre au courant des plans qui va être annoncé bientôt selon la chaîne 11 et demander aux Jordaniens, aux Égyptiens de modérer leur réponse et que la réaction se limite simplement à une dénonciation par communiqué de ces plans sans prendre vraiment c'est-à-dire des décisions concrètes sur le terrain. Voilà aujourd'hui, si vous voulez, le cadre de ce qui se passe ces dernières heures concernant l'annexion. Ça veut dire que pour le moment, peut-être un petit peu la Maison-Blanche essaie un petit peu de ralentir le pas parce que il craint peut-être une réaction arabe très violente avant les élections américaines en novembre et voudrait un petit peu, c'est-à-dire éloigner, retarder cette opération pour l'après-élection, alors qu'on voit très bien que Netanyahu essaie un petit peu de pousser
ses cartes en avant et essayer d'imposer son calendrier, qu'on voit très bien qu'il ne va pas tarder à le faire, vu que finalement, Yossi Cohen, le Mossad, a annoncé officiellement aux responsables les plus proches des Israéliens, ça veut dire le Caire et Amman, que l'annexion va être annoncée, lancée bientôt. Youssef? Oui, c'est ça. La question de savoir Alors, il y a un écho. alors, comment vont réagir donc ces capitales. C'est sûr que pour Trump, je crois que c'est un petit peu délicat. Si jamais il y avait une réaction arabe un peu rude, mais de quel type, selon toi, Mohamed, cette réaction pourrait-elle être? Bah, pour le moment, vous savez très bien que la rue arabe est complètement aujourd'hui occupée par autre chose. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, pour les Américains, pour les Israéliens, les conditions sont réunies parce qu'il y a une absence totale jusqu'à maintenant d'une véritable réaction à toute politique d'annexion. Et même avant, vous savez très bien, on n'a pas vu vraiment un grand mouvement, une grande réaction quand les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Et en l'absence d'une réaction réelle et efficace dans le monde arabe, je pense que les Israéliens peuvent continuer, mais pas simplement, ils peuvent continuer. Mais aujourd'hui, on sait très bien, aujourd'hui, Netanyahu a annoncé que, par exemple, ils vont signer un accord de coopération technologique et sanitaire sur le corona avec les Émiratis, et que les Émiratis ils vont l'annoncer bientôt. On voit très bien que aussi le plan en lui-même, le plan Trump, qui a été annoncé pour l'annexion la vallée du Jourdain et l'ouest de la Jordanie, ça a été fait selon le plan lui-même, après négociation, après discussion avec certains pays arabes, après avec certains alliés arabes. Ça veut dire que les Américains, ils ont mis dans la poche, avant de lancer cette opération, toutes les capitales arabes concernées et puis tous les Arabes amis des États-Unis dans la région. Oui. Oui, alors ça va être la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui les régimes arabes peuvent craindre quelque chose de ce qu'on appelle la rue arabe? C'est même pas sûr. Donc on ne voit pas trop du côté des régimes arabes ce qu'ils pourraient faire. Et on imagine mal, en tout cas, euh, ils n'ont pas tellement même s'ils le voulaient, ils n'ont pas tellement de moyens coercitifs pour s'opposer à cette annexion, même s'ils le voulaient. Alors, à moins effectivement de couper les relations pour ceux qui ont déjà les relations. Mais quand on voit l'état piteux de la Ligue arabe, effectivement, on peut se demander quelle pourrait être cette réaction. Mais est-ce que justement, ça veut dire que Netanyahou a le champ libre là pour faire ce qu'il veut et qu'il peut mettre en place son plan d'annexion vraiment? Est-ce que c'est autre chose qu'un effet d'annonce et qu'il peut vraiment mettre en place ce plan? Mohamed Dalout. Vous savez, il y a quand même quelque chose qui s'annonce, bon, un peu difficile pour lui. Il voit très bien, par exemple, aujourd'hui, il a reçu une lettre signée des 189 sénateurs et députés américains lui demandant de ne pas le faire parce que ça va provoquer un effondrement total et puis ça va lancer encore une vague de violence inouïe dans la région. Ça veut dire que lui, après ça, il voit très bien qu'une indication, s'il y a changement de régime, s'il y a changement de président à la Maison-Blanche, il pourrait perdre cette occasion au nord aujourd'hui de mettre tout le monde devant le fait accompli. Je ne pense pas que les Américains, et puis Trump, il va trop résister, mais peut-être les Américains souhaitent pour le moment ne pas s'engager dans un chemin qui n'est pas tout à fait sûr pour eux, malgré qu'ils ont tout à fait les garanties de certains pays arabes de ne pas avoir de réaction, mais pas simplement de ne pas avoir de réaction, mais peut-être aussi pousser les Israéliens à accomplir ce pas et puis en finir avec la cause palestinienne qui est devenue vraiment une charge très lourde, un fardeau pour eux, même si ce qui reste aujourd'hui, c'est très symbolique pour eux, on ne leur demande pas grand-chose, on leur demande un petit peu de garder les faces, simplement, ou les apparences.
mais n'est pas s'engager vraiment dans une lutte armée ou une lutte acharnée contre Israël, chose qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs. Et en plus, on voit très bien que la rue arabe, aujourd'hui, vous voyez très bien l'état des sociétés arabes face à l'agression israélienne, face au plan israélien. On voit très bien ce qui se passe en Libye, on voit très bien ce qui se passe en Égypte, en Jordanie, en Syrie, toutes les sociétés arabes qui sont au bord de guerres civiles ou qui ont des problèmes, des troubles internes très graves. Il y a des divisions qui traversent toutes ces sociétés, qui fait qu'aujourd'hui, la cause palestinienne est malheureusement larguée en deuxième plan et peut-être en troisième plan pour certains pays. Ça ne veut pas dire que la cause palestinienne a perdu d'importance. C'est tout à fait le contraire. Ça reste toujours central et très important parce que beaucoup aujourd'hui et surtout les difficultés et les troubles qui sont fomentés dans ces pays arabes sont à cause de ce qui se passe en Palestine. Tout passe par la cause palestinienne, tout revient d'abord au départ, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution même pour ces pays sans vraiment résoudre la cause palestinienne et donner justice aux Palestiniens. Oui, alors le problème, c'est que les Palestiniens, évidemment, sont prêts à réagir. Du côté comment, de la direction de Hamas, on annonce que ce serait une véritable déclaration de guerre dernièrement, le chef des brigades, Azim al-Qassam. Et effectivement, les Palestiniens ont quand même le sentiment de se retrouver un peu seuls. Ont quand même le sentiment de se retrouver un petit peu seuls. Et comme Mohamed Balout l'a dit, effectivement, les sociétés arabes sont tournées vers l'intérieur. On voit la situation de l'Irak. Et puis, il y a aussi autre chose. Je pense que les signaux, enfin les signaux, disons les récentes frappes israéliennes en Syrie, mais aussi la mort de Soleimani en Iran, qui n'a pas été suivie des faits, les centaines de frappes en Syrie qui ne sont pas qui apparemment ne meuvent pas les régimes arabes, tout cela concourt quand même à Netanyahou, concourt à faire que Netanyahou a le sentiment d'avoir effectivement les mains libres. Et, mais il y a une autre question que je me pose, c'est concernant même la société israélienne. Les conséquences de cette annexion éventuelle, par la force des choses, incorporerait des centaines de milliers de Palestiniens à l'État d'Israël. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certains Israéliens qui, on l'a vu, il y a eu une pétition, enfin, il y a eu un texte en France de Finkielkraut, de Bernard-Henri Lévy et d'autres contre cette annexion. Alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que tout d'un coup, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut et je ne sais plus qui auraient pris en amitié le peuple palestinien, mais c'est sans doute parce qu'effectivement, ils ont le sentiment qu'on aurait pu cet État d'Israël ethniquement homogène. Hein, et du coup, eh bien, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher pour comprendre l'opposition de sionistes déclarés à cette éventuelle annexion. Hein. Oui, effectivement, il y a eu une tribune qui a été diffusée dans Le Monde, il me semble, avec plusieurs juifs sionistes et d'autres intellectuels eux aussi sionistes comme Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut ou Cohen-Bendit qui se sont opposés à ce projet. Vous avez dit plutôt que lui, Netanyahou, il essaye de faire pression, notamment sur Trump, qui ne serait pas chaud pour faire tout de suite. Est-ce que déjà vous pensez que il peut le faire sans avoir l'aval de Trump? Est-ce que c'est possible selon vous? Et je me demandais pourquoi cette date du 1er juillet? Est-ce qu'il y a quels sont les enjeux politiques vraiment là pour Netanyahou de faire cette date qui peut paraître pour certains précipitée? Mohamed? Moi, je voudrais juste aborder aussi dans le sens dont on parle, dont Youssef essayait un petit peu d'expliquer, parce qu'il faut savoir que l'application de ce plan va transformer définitivement de ce qui reste de territoire palestinien en des Bantoustans. Quand on disait que Israël, c'est vraiment un apartheid, ça va être géographiquement et aujourd'hui réellement sur le terrain un pays où les Palestiniens vivaient dans les Bantoustans, parce que la division, c'est-à-dire l'annexion de toutes les colonies, des groupes de colonies, ce qu'on appelle Gauche Ammonim, Gauche Hatzion, le conseil de Yeshar, c'est 800 000 colons, et ce n'est pas rien, c'est énorme. Et avec la moitié de vallée du Jourdain, une grande partie de tous les villages autour
de Jérusalem, tous les colonies autour de Jérusalem, et ça va transformer surtout, il y aura 160 000 Palestiniens qui vont être emprisonnés en des 43 enclaves différents et entourés par des milliers, je dis bien milliers, des centaines de kilomètres et surtout des murs. Il y aura des murs partout. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura 1700 kilomètres de frontières qui vont entourer tous les Bantoustans palestiniens. Les Palestiniens n'auront pas de frontières internationales. Ce qui reste de ces Bantoustans serait entouré de l'armée israélienne et les Palestiniens n'auront pas accès à la mer. Leur espace aérien sera aussi gouverné par les Israéliens, même ce qu'on appelle le domaine magnétique. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le moyen de contrôler ni les radars, ni leur centre de communication. Vous pouvez imaginer, ça va être une prison énorme pour les Palestiniens, chose qui n'a été jamais vue dans l'histoire. Et autre chose très importante, parce que si vous regardez la géographie de colonies, surtout ce qu'on appelle le bloc gauche ammonique, qui est le bloc le plus important où il y a 400 000 colons. De colonies, là. Oui, et ces colons-là, il y a surtout 130 000 qu'on appelle le groupe de croyants de gauche anonyme, c'est-à-dire ceux les extrémistes, l'orthodoxe, le plus endoctrinés de groupes sionistes aujourd'hui, qui vont se trouver dans ces territoires. En plus, il va couper ce qui reste de territoire palestinien en deux. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de ces Bantoustans, il n'y aura pas de contact entre le nord et le sud. Et puis, il y aura juste un passage avec des tunnels qui va relier Jérusalem à Gaza. Imaginez cet espace, ce monde où ils vont vivre, les Palestiniens, où on n'a jamais vu ça, même dans les pires histoires de l'apartheid africain. On crée aujourd'hui un monde de prisons, de colons, de colonies qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Et tout ça sans qu'on bouge, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et je dis bien, il y aura, c'est-à-dire ce Palestine-là qui va rester, il n'y aura pas de contact avec le monde extérieur, il n'y aura pas de frontières externes, il n'y aura même pas d'espace aérien. Et même les petits Bantoustans qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, ces Bantoustans vont être gouvernés, c'est-à-dire par les autorités sécuritaires israéliennes, et y compris les colonies qui vont rester du côté palestinien vont aussi être sous contrôle israélien. On est fini de tout projet de des États, c'est fini, c'est terminé. Et puis les Israéliens vont essayer de se débarrasser de 250 000 Arabes qui sont à l'intérieur, autour de Jérusalem, pour essayer un petit peu d'alléger le fardeau de l'arabisation autour de Jérusalem. C'est immense. Voilà, c'est l'image. Pourquoi le 1er juillet? Je pense qu'ils essaient un petit peu d'aller le plus vite possible. Avant, peut-être aux États-Unis, on attend les congrès. Voilà, absolument, la conférence aussi pour le Parti démocrate, pour le reste, parce qu'ils vont se prononcer aussi sur cette question. Et ils essaient un petit peu de gagner du temps à imposer un fait accompli. Mais Youssef, tu as un point? Oui, c'est vrai, ce tableau qui est incroyable que Mohamed Balout a dressé, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, c'est inédit encore, hein, c'est inédit encore. Alors deux choses, la première c'est qu'Israël malheureusement dispose aussi de soutien aux États-Unis dans cette folie d'annexion. Hein. Un certain nombre d'États, de gouverneurs d'États aux États-Unis soutiennent aussi. Alors, si certains effectivement sont inquiets ou s'y opposent pour des raisons de politique interne, il y en a d'autres aussi qui soutiennent ça et qui poussent même Netanyahou, surtout parmi les milieux chrétiens évangéliques. Un certain nombre d'États doivent prendre en compte ces populations de chrétiens évangéliques qui sont extrêmement nombreux aux États-Unis. On dit qu'ils ne seraient pas loin de 60 millions quand même. Et ces gens-là poussent Netanyahou à cette annexion, puisque on le sait, pour eux, c'est la réalisation de certaines mythologies religieuses. Et donc, du coup, Netanyahou pense avoir le soutien de ces États. Autre chose, effectivement, pour le 1er juillet, c'est la période des vacances. Hein. On sait que c'est une période
propices aux attaques israéliennes. Très souvent, elles ont eu lieu pendant ces mois d'été, hein, prenant l'opportunité, comment qu'effectivement les télévisions eh bien, ne sont pas braquées forcément sur la politique étrangère. Alors une chose et cela nous amène effectivement à l'Europe. Cela nous amène à l'Europe et la question est de savoir si effectivement comment se positionne l'Europe par rapport à cette éventuelle annexion. Et oui, Ahmed Balout, si tu veux bien nous dire. Ouais, il n'y a pas seulement l'Europe, il y a aussi l'ONU, il y a aussi les pays, Alors, les pays arabes, mais toutes les organisations internationales la communauté internationale face à projet d'annexion, comment elle réagit. ouais. Ben, pour le moment, il n'y a pas une réaction. Je veux dire que il y a juste un appel à respecter la légalité internationale. Sauf si vous voyez très bien quand le projet présenté par Trump, il y a absolument une annonce de mort de toutes les résolutions internationales concernant Israël. Par exemple, la question des réfugiés, c'est-à-dire que les Européens considéré comme essentiel et légal. Aujourd'hui, il n'y aura pas de retour des réfugiés. Il n'y aura même pas c'est-à-dire, il n'y aura même pas de discussion sur cette question. Il n'y aura pas, il y aura pas de dommages pour ceux qui ont perdu leur maison et leur possession. Et les Américains demandent aux Arabes et aux Européens, parce que eux surtout concernés sur cette question, de mettre, de mettre un mécanisme de dédommagement concernant les Palestiniens et de fermer définitivement l'UNRWA, c'est-à-dire la commission pour les réfugiés. Voilà, absolument. Oui. En fait, on est en train mais les Européens, pour le moment, ils n'ont pas bougé. Vous voyez, par exemple, il y a 10 ans ou 20 ans, on demandait, par exemple, tout de suite une réunion de Conseil de sécurité. Oui. Ce qu'on appelait la politique de principe des Européens vis-à-vis de la Palestine et la question palestinienne est complètement évaporée dans le plan de Trump. Elle n'a plus d'existence. Vu que d'ailleurs que la réaction arabe n'est pas très violente vis-à-vis le plan, même certains sont tout à fait d'accord et poussent les Américains et les Israéliens au crime. Et même la réaction des autorités palestiniennes n'est pas sérieuse jusqu'à maintenant. On voit très bien que, par exemple, plusieurs fois, ils ont appelé à l'arrêt de la coordination. Ils ont menacé les Israéliens et les Américains de l'arrêt de la coordination sécuritaire qui est le plus important pour les Israéliens dans cette région. Le président israélien, le président palestinien l'a annoncé plusieurs fois, l'a menacé plusieurs fois. Bon, cette carte n'a plus d'importance aujourd'hui, vu que de toute façon, les Israéliens vont prendre le plus grand nombre de terrains et les territoires. Cette question de coordination n'a plus d'importance pour les Israéliens. C'est-à-dire qu'ils peuvent, d'ailleurs, même si c'était sérieux, il n'a jamais été vraiment appliqué. Ils n'ont jamais passé à l'acte. Ils l'ont utilisé comme une carte, mais pour le moment, cette carte a de moins en moins de valeur vis-à-vis des Israéliens. Youssef, sur la Oui, alors, oui, juste un mot sur l'Europe. Le Drian, le ministre français, aurait déclaré que dans l'éventualité de cette annexion, la France eh bien, pourrait se permettre de reconnaître l'État palestinien. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle une déclaration verbeuse. On attend de voir la réalité sur le terrain. Et est-ce que cela même pourrait empêcher comment Netanyahou de faire cette annexion? Il n'y a qu'une seule chose du côté de l'Union européenne. Alors, il y a quand même un groupe de pays européens dans lesquels on trouve la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande et un ou deux autres qui effectivement sont prêts à agir en conséquence, mais ils sont opposés à la plupart des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui, comme on le sait, soutiennent quasi aveuglément la politique israélienne d'annexion et de violence à l'encontre du peuple palestinien. Mais en tout cas, ce groupe donc, de pays que j'ai cité pourrait éventuellement, ça c'est des annonces, hein, on ne voit pas encore sur le terrain
ce à quoi ça pourrait correspondre. Mais en tout cas, ils disent déjà que dans l'éventualité, ils pourraient reconnaître l'État palestinien. Bon, c'est une chose. On sait que la seule chose venant de l'Europe que peut craindre Israël, enfin, que pourrait craindre Israël, puisque ce n'est pas encore décidé, c'est la suspension de l'accord d'association économique, puisque l'essentiel de l'économie israélienne se fait avec l'Union européenne, hein, on pense, pas avec les États-Unis, mais donc l'accord d'association a une grande importance, hein, pour Israël, puisque c'est un accord douanier, enfin, qui lève les droits douaniers, qui ouvre le commerce entre l'Union européenne et Israël, ce qui fait que des deux côtés, effectivement, ben, on ne taxe pas les produits importés et exportés. Alors, ça compte énormément pour Israël, puisque c'est une manne financière très importante que Israël récupère chaque année comme cela par cet accord d'association. Et il n'y a que, évidemment, uniquement cet accord, l'interruption, ne serait-ce que même la menace d'interrompre, de mettre en suspens cet accord d'association qui pourrait avoir une efficacité. Dans le passé, cette suspension de l'accord d'association avait été votée par les députés européens au début des années 2000, je crois que c'était vers 2003-2004, mais la décision n'avait jamais été appliquée. On le sait, le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif. Donc, on le voit bien, on a une Europe qui n'est pas pressée de mettre en application. Je dis bien la seule mesure économique qui pourrait avoir un quelconque poids. Voilà un petit peu ce qu'on en est au niveau de l'Europe. Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point. Tu as dit que Le Drian et plusieurs pays européens ont menacé de reconnaître la Palestine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si je comprends bien, ça voudrait dire qu'ils pourraient les reconnaître, qu'ils auraient les moyens de reconnaître la Palestine. Ah ben, l'État de Palestine, au plan onusien et au plan du droit international, eh bien, on peut parfaitement reconnaître. Il n'y a rien qui s'oppose à la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui. Hein. Un pas que la France n'a toujours pas, évidemment, fait. Et voilà. Ouais, donc, c'est vraiment une question de volonté, de choix politique. Oui. Là, on a parlé de la communauté internationale. Moi, je voulais savoir quels sont les moyens. Juste une petite. Oui, Excuse-moi, pour rebondir là-dessus. Oui, il y avait quand même la Belgique. Et la Belgique, apparemment, selon les dernières nouvelles, reconnaîtrait l'État de Palestine, d'ores et déjà. d'accord, d'accord. Et donc là, je voulais savoir de quels moyens disposaient les Palestiniens pour empêcher cette annexion et quelle est leur attitude face à cette annexion des Palestiniens et notamment quelle est l'attitude des différentes organisations palestiniennes. On commence par vous, Mohamed. Oui, ben, pour le moment, vous savez, certainement, il y a Hamas qui représente aujourd'hui la seule opposition interne. Je parle en tant qu'organisation politique, je ne parle pas des peuples palestiniens entiers, mais en tant qu'organisation politique, aujourd'hui, c'est Hamas qui, aujourd'hui, est clair là-dessus. Bon, certainement, les autorités palestiniennes, certainement, ils sont contre l'annexion, parce que l'annexion signifie la fin des autorités palestiniennes. Il y aura pas, ça va être une petite mairie maximum. Il n'y aura pas vraiment tout ce qui reste, et il n'y aura rien à administrer parce qu'une grande partie de ces territoires va tomber sous la main des colons. On parle même plus maintenant des autorités israéliennes à Tel Aviv avec qui on peut discuter, mais on aura des 800 000 colons au cœur même de projets qui étaient envisagés par Oslo, qui n'aura plus le moyen de le faire, c'est-à-dire d'exister plus tard. Et il n'y aura plus de conditions même pour créer une entité, quelle que soit cette entité et sa nature, une entité viable, capable de se développer économiquement, politiquement, socialement, c'est de créer un peuple, une identité. Tout ça, ça va être complètement anéanti. C'est pour cela, je pense que les autorités palestiniennes, en soi, même le groupe de Mahmoud Abbas et tous ceux qui sont autour, savent très bien que c'est la mise à mort même de leur projet qui n'a jamais vraiment constitué un danger pour les Israéliens, qui ont accompagné le projet israélien jusqu'au bout aujourd'hui, et ils vont payer eux-mêmes, à la fin, ils vont payer le prix. C'est pour cela, je pense que toutes les organisations palestiniennes sont contre, mais est-ce est-ce que cette opposition peut être efficace? Est-ce qu'elle peut se transformer en révolte? Est-ce qu'un projet réel de résistance peut sortir de ça? Ben, toute la question est là, parce que les options, les choix qui sont proposés aujourd'hui aux Palestiniens ne sont plus des choix diplomatiques, parce que ça, c'est fini.
aujourd'hui, ce qui reste, est-ce qu'ils peuvent passer à autre chose? Par exemple, dissoudre les autorités, l'autorité palestinienne, passer aujourd'hui à la résistance, avoir un autre projet. C'est faisable, mais à condition d'avoir la volonté politique et puis aussi être prêt à payer le prix. Est-ce que les autorités palestiniennes et le groupe qui sont autour sont prêts à payer le prix? Je pense que les Palestiniens payent déjà le prix très fort. Craindre de payer encore le prix ne signifie rien parce que ne signifie pas beaucoup plus parce que c'est déjà on est dans la guerre. Continuer la guerre, c'est la seule solution parce que les Israéliens ne proposent pas vraiment un projet cohérent ou même un minimum de projets national pour les Palestiniens qui peuvent garder le minimum de leurs droits. Alors ils sont devant un choix difficile euh, ou continuer, c'est-à-dire passer à autre chose qu'Oslo et essayer de trouver une alternative et dissoudre cette autorité et déclarer cette région comme région occupée, parce que c'est le cas aujourd'hui, par Israël et se comporter comme tel face à un occupant. Youssef? Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Balout. Effectivement, les moyens pour les Palestiniens sont très réduits de réagir. On a vu que les marches du retour, comment les Palestiniens l'ont payé, ce prix, avec des centaines de morts, des milliers même de blessés, d'éclopés. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de réactions dans le reste de la région en soutien. Et actuellement, l'acteur régional le plus en pointe, ben, c'est l'Iran. C'est-à-dire qu'on a plus d'entité arabe aujourd'hui qui, d'une façon résolue, est décidée à s'opposer à ce plan d'annexion. Et donc, du coup, c'est vrai, donc une troisième intifada, mais bon, les deux premières intifadas le faisaient se sont déroulées dans d'autres conditions. On avait une direction palestinienne qui était quand même plus ferme, qui a même suscité cette seconde intifada, alors que là, s'il y avait une troisième intifada, je crois qu'elle se ferait également, Mohamed Balout l'a très bien dit, également contre l'autorité palestinienne, puisque la coopération sécuritaire aujourd'hui fait que des dizaines et des dizaines de Palestiniens qui sont prêts à mener une lutte armée en Cisjordanie sont arrêtés d'abord par les polices de l'autorité palestinienne. Donc, effectivement, là, ce serait une intifada pas uniquement contre Israël, mais on le voit bien, pour la dissolution de cette autorité palestinienne, parce que tant que cette autorité palestinienne existe, ou en tout cas fait semblant d'exister, eh bien, elle entretient la fiction d'un processus de paix. Et les Européens, on le sait, sont friands des fictions de processus de paix comme ça. Comme dernière question, je me demandais comment les sociétés civiles des pays occidentaux, notamment ceux en France, mais pas seulement, peuvent agir pour s'opposer à ce plan d'annexion et apporter leur soutien au peuple palestinien. D'ailleurs, je me demandais aussi, est-ce que la France avait un rôle particulier dans ce projet d'annexion ou pas vraiment? Youssef, commencez. Bah, la France s'accroche toujours à cette fiction de processus de paix. Alors, on ne sait pas encore si les paroles de Le Drian en forme de menace seront suivies des faits, mais la France, jusqu'à maintenant, pour des tas de raisons, comment tient encore à ce processus de paix et à la création d'un État palestinien. Alors, ça fait partie de la politique étrangère de la France, et je le dis, c'est pas forcément pour les beaux yeux des Palestiniens, hein, c'est pour des tas de considérations sur son rôle en Méditerranée et dans le Moyen-Orient. Alors, en tout cas, en ce qui concerne les militants, eh bien, les militants, d'abord, il y a BDS, boycott des investissements, sanctions contre l'État d'Israël, et on sait qu'un arrêt récent de la Cour européenne eh bien, a décrété le droit, en tout cas pour les Européens, de pratiquer le boycott. Hein, le boycott donc des produits des colonies pour les uns ou des produits israéliens et des colonies pour les autres. En tout cas, le boycott est considéré et par cet arrêt de la Cour européenne comme étant eh bien, un acte tout à fait légal. Et la France, on le sait bien, qui a fait condamner plusieurs militants, dont la justice a fait condamner plusieurs militants de BDS, eh bien, finalement, c'est un désaveu total. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, BDS est légalisé. Hein. Bon,
C'est-à-dire il n'est pas illégal, et ça c'est important parce que toute la propagande israélienne, en France en tout cas, reposait sur le fait de dire que le boycott était illégal, que cela allait entraîner des problèmes pour les gens qui le pratiquaient et tout. Eh bien non, en fait, ce boycott n'est pas illégal. Bon, alors, il y a déjà ce BDS qui est extrêmement important, c'est une arme très importante pour les Palestiniens et pour les soutiens des Palestiniens à l'extérieur. Et puis, bien sûr, il y a également des manifestations, des manifestations de rue, puisque les manifestations de rue ont quand même une importance. Elles ont l'importance de montrer au gouvernement français que des citoyens ne sont pas prêts à accepter ce casus belli israélien, ne sont pas prêts à accepter qu'un peuple soit comme ça rayé d'un coup de crayon de la carte, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sans terre, il n'y a plus de peuple. Le peuple palestinien, s'il perd sa terre, n'existe plus en tant que tel. N'existe plus. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on ne dira jamais assez aux gens de participer à toutes ces manifestations. Justement, il y en a eu une samedi 27, 15 heures à Barbès, une grande manifestation unitaire qui regroupera des dizaines d'associations, dont le comité anti-guerre, la FPS et beaucoup d'autres comités, et bien sûr le PIR, Parti des indigènes de la République. Et donc, évidemment, nous appelons tous les gens épris de liberté et de justice à participer à cette manifestation, donc une manifestation qui est légale, hein, avec les consignes de sécurité habituelles, on le sait, donc des masques et puis disons, éviter des rapprochements trop importants. Mais en tout cas, cette manifestation est légale, elle est déposée, et donc elle partira de 15 heures, elle partira de Barbès, du métro Barbès, à 15 heures, samedi 27. Alors on espère que tout le monde y sera. Donc voilà, ça fait partie des... dans d'autres pays d'Europe aussi, des manifestations sont prévues. Mais j'avais envie de demander à Mohamed Balout si il y a aussi une importance dans des sociétés civiles arabes et s'il pense qu'effectivement elles sont prêtes à réagir ou s'il y a des tentatives de soutien. Mohamed Balout. Je pense que pour le moment, je pense qu'il y aura certainement quelques réactions au Liban, en Syrie, peut-être en Jordanie, là où il y a la diaspora palestinienne, parce que ça va être le fer de lance pour lancer surtout les associations qui sont autour de cette communauté, autour de la diaspora, surtout dans les camps palestiniens, soit au Liban, en Jordanie, en général. J'attends pas grand-chose dans les autres pays. Malheureusement, il n'y aura pas vraiment peut-être une grande réaction. Mais ça ne veut pas dire que le peuple arabe ne sont pas, oublie la cause palestinienne. Et je pense que s'il y a une réaction en Europe, en France, dans ces pays, ça va encourager beaucoup de monde à répondre, à descendre dans la rue. Je l'espère au moins. Oui, oui. Alors, je voulais ajouter, Oui, vas-y. que cette manifestation, au cœur de cette manifestation, il y aura un cortège particulier demandant la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et on sait que c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur, au pire, et puis qui tient beaucoup à cœur à de nombreux militants. Hein, et donc, le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah appelle évidemment à cette manifestation. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à cette manifestation tout en étant dans ce cortège. Hein. Donc, je le rappelle, 15 heures à Barbès, samedi 27. D'accord. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à vous deux. Donc, je rappelle tout d'abord donc la marche de samedi 27 à 15 heures à Barbès. Pour ceux qui ne peuvent pas y être, il y a aussi une autre marche pour une autre cause. C'est pour Angelo Garant, pour demander justice pour Angelo Garant qui avait été assassiné par le GIGN. On avait fait une émission sur ça à la Perm il y a quelques semaines. D'ailleurs, je vous invite à la revoir. Donc, il y a une marche pardon, pour exiger la justice et la vérité pour Angelo Garant qui se déroulera à Blois ce samedi aussi 27 juin à 15 heures sur la place de la Résistance. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. J'en profite aussi pour vous dire qu'on entre dans la période des vacances et que donc, à Port d'Honneur, nous allons prendre une pause bien méritée après des mois très mouvementés où nous avons fait plus d'une trentaine d'émissions.
Donc, on va prendre un peu de vacances. J'en profite d'ailleurs encore pour remercier Omar qui m'a accompagné durant toutes ces émissions, mais aussi toute l'équipe technique et éditoriale, notamment Louisa, Asdine, Yanis, Mehdi, Ouria, Youssef, Tariq et bien d'autres encore. Je tenais aussi à remercier les personnes qui nous ont fait des dons durant ces émissions pour qu'on puisse continuer à vous Tout à proposer fait. des émissions de qualité, parce que je vous rappelle qu'on est des bénévoles et qu'on ne fonctionne et qu'on ne marche que grâce à vos dons. On se retrouvera normalement, Inch'Allah, à la rentrée avec plein de surprises. Vraiment, on travaille dur pour faire en sorte de produire le meilleur média possible et on espère encore améliorer ça pour la rentrée en vous réservant pas mal de surprises en septembre. Donc, restez connectés. Et enfin, je dis qu'on est en vacances, mais bien entendu, la lutte politique est difficilement en vacances. Et s'il y a une urgence, un événement politique important qui mérite que nous le couvrions, eh ben, nous le ferons, bien entendu. Nous serons présents s'il le faut. Voilà, encore merci à toi, Youssef Boussouma. Bah, merci surtout à Mohamed Balout, hein, puisqu'il est, Voilà, merci aussi à vous, Mohamed il est une heure Balout. de plus Merci beaucoup. qu'il est. Nous l'avons fait veiller un peu, pas mal. Un peu tard, Non, oui. mais Je ça va, rappelle que ça oui, va. je tiens à souligner que vous êtes aussi en direct du Beyrouth, un peu, un peu voilà. difficile pour les connexions. Donc, merci à vous deux pour cette discussion. Bonne soirée à vous deux et bonne soirée aux auditeurs. Enfin, bonne journée plutôt, parce que ça va être diffusé à midi. Bonne journée, bonnes vacances et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.